YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live sortie littéraire de juin. Je pensais qu'il n'y en aurait pas tant que ça, et en fait, j'ai pas compté combien j'en ai. J'ai pas compté, une vingtaine. Une vingtaine. Je trouve que c'est quand même beaucoup par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je pense que c'est surtout juillet qui va être vide. Du coup, on commence par la première sortie de juin, pour moi en tout cas. Hop! Évidemment que j'ai mis Victor Dixon en premier. En plus, ça sort vraiment tout début juin. Donc, pour nous, ça sort la semaine prochaine. Pour vous aussi, je vais essayer de poster cette vidéo demain. Pour le coup, on est avec le Tombeau des Immortels, c'est-à-dire la deuxième trilogie de Vampiria, il me semble. Moi, je vais pas forcément le prendre là. Je vais pas forcément le prendre là. J'ai vu qu'il y avait une version reliée qui est chouette, mais je trouve que ça va... En fait, j'ai l'impression qu'on va encore faire du relié pour du relié. Et pour le coup, moi, j'ai la première trilogie en brochet parce que les reliés n'existent pas. Donc, je pense que je prendrai en brochet pour harmoniser le tout simplement. Mais ouais, je vais continuer cette saga. D'ailleurs, ça serait bien que je continue Vampiria dans les prochains mois. Je vais pas vous le cacher, ça serait vraiment bien. Donc voilà, le nouveau Victor Dixon à ne pas louper, ça c'est sûr. Deuxième sortie... Les cités rebelles, c'est chez Lumen, les monstres de papier, tome 1. C'est écrit par Anne Seiline. On est avec Kurara, qui n'a jamais connu d'autre vie que celle de servante au Midori, un immense hôtel flottant dans le ciel. Moi, je crois que je me suis arrêtée là pour noter cette sortie. Je me suis dit, un hôtel flottant dans le ciel, est-ce que ça te fait pas même penser genre à un château ambulant et des trucs comme ça? Moi, j'ai ressenti le côté un peu Ghibli. Voilà, alors que je pense pas du tout. Mais rien que la couverture, je trouve qu'elle le fait aussi. On vous dit, un jour pourtant, le gigantesque vaisseau est attaqué et abattu par un Shikigami, un de ces redoutables monstres de papier qui, de temps à autre, perdent la raison et sèment la destruction au sein de l'Empire. Par chance, la jeune fille parvient à en réchapper, ce qui n'est pas le cas de son meilleur ami, grièvement blessé. Sa survie, elle ne la doit qu'à Imura. Pliomage, je trouve ça très bien fait. Comme elle, quoique plus bourru dans son genre, il est capable de donner forme et vie à ses créations de papier et à choisir de mettre ses talents au service d'un équipage de chasseurs de Shikigami. Et comme d'habitude, avec l'humaine, je n'irai pas plus loin que ça, parce que de toute façon, la plupart du temps, les autres... la suite les 2-3 paragraphes après te donne globalement l'histoire. Donc, on s'arrête là, c'est déjà bien. On comprend qu'il y a un hôtel dans le ciel, qu'il y a une magie de pliage de papier. Ok, moi franchement j'y vais, je vous le dis tout de suite, j'y vais, la couve elle est splendide. Et pour moi, il y a vraiment un côté Ghibli. Je sais pas si je le retrouverai derrière, mais c'est pour ça que je l'ai noté en tout cas. Et de ce que je vois dans le chat, vous êtes aussi à fond. Il a l'air trop bien, oui, on dirait un Ghibli avec les oiseaux de papier. Bah oui, c'est ça. Moi, j'ai pensé à Chihiro aussi. Chihiro, le château ambulant avec l'hôtel dans le ciel, tu vois. Ou même le château dans le ciel, tout simplement. Tout simplement. Enfin bref. Il me donne trop envie. Troisième sortie. Celui-ci, je l'ai. Je peux déjà vous le montrer. L'ascension des dragons de Marion Aubry, c'est chez Plume Blanche, on vous dit. Son règne approche, c'est un roman qu'on va bientôt lire sur Twitch avec Audrey de Little Purple Books, parce qu'on l'a toutes les deux. On devait le lire la semaine dernière, mais étant donné que j'avais pas terminé La Guilde des Ombres et qu'il y a aussi des dragons dedans, j'avais trop peur, vu que c'était 2 plumes blanches avec des dragons, j'avais trop peur de m'en mêler. Donc comme d'habitude, en très mauvaise lectrice commune, j'ai annulé. Mais voilà, on va le lire avec Audrey. Ça commence par, on vous dit le résumé, sentant leur fin approcher, les dragons, autrefois maîtres du ciel, léguèrent une partie de leur pouvoir à des hommes jugés sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers répartis en clans vivent en marge de la société. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma, je sais pas, E-N-M-A, n'est pas n'importe quelle héritière. Elle est la reine des dragons. Et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. Or, quelle part d'humanité lui reste-t-il? Bref, franchement, il va être trop bien, je pense. Enfin, le résumé a l'air génial. Le début, regardez, je vous montre un peu la mise en page. Vous avez ça, globalement, sur les pages. Et les en-têtes de chapitres. Bref, c'est trop beau. C'est juste trop beau.
Franchement, je comprends pas qu'on parle pas plus que ça des plumes blanches. Enfin, si, je le comprends. Ils font pas de SP. Ils font pas de service presse. Du coup, c'est vraiment plutôt la passion des lecteurs qui va porter les romans plus que des opérations commerciales. Ce qui n'est pas, finalement, c'est très mauvais pour moi de dire ça vu que je suis un petit peu sur le market influence littéraire. Et non, en fait, les plumes blanches, pour les avoir en avance, soit vous achetez le pack de l'année, soit vous vous rendez au salon de Wallonie, ils disent ça maintenant, Mons Livre. Et en gros, c'est en novembre, et Plume Blanche ramène tous ses romans de l'année d'après en avant-première. Donc en fait, j'ai globalement la sortie de décembre qui m'intéresse, je l'ai depuis novembre dernier. Mais voilà. Et en gros, moi, ce que je trouve assez incroyable, et je le dis pas, enfin, je le dis vraiment en tant que lectrice et pas en tant que on va dire, je sais pas, j'aime pas trop le mot influence, même si en effet ça fonctionne. Bref, vous voyez ce que je veux dire, le côté un peu influenceur littéraire. Ils font pas de SP et ça fonctionne. Ils ont même pas besoin d'en faire pour que ça fonctionne. Alors oui, ok, on les voit pas partout sur Insta, on les voit pas partout sur TikTok, mais je crois que c'est aussi cool finalement de ne pas les voir partout et de les découvrir dans notre coin. Ça me rappelle un petit peu mes premiers jours de lectrice quand je lisais des romans que je voyais pas partout, affichés partout en film et tout. Ce sont des pépites, vraiment. Donc voilà, à voir. Il fait moins de 400 pages. Franchement, j'ai hâte, on va se le faire. Je pense la semaine prochaine, en lecture commune, il faut que je revoie avec Audrey. Ensuite, quatrième sortie, il me semble. La suite de... Ah, zut, Sorcery of Thorns, donc Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson chez Big Bang. Alors là, pour le coup, de ce que j'ai compris, ça va être plutôt un format nouvelle. Ça va être un tout petit livre, de ce que j'ai compris. Ça va être un petit livre, peut-être pour donner des éléments en plus à ceux qui sont restés un peu sur leur faim, j'imagine. Je voulais vous le montrer. Mais on me dit qu'il est très cher dans le chat. Je n'en sais rien. Je n'ai pas regardé le prix, je vous avoue. Mais je crois qu'il est tout petit. Donc s'il vaut le prix d'un 400 pages, en effet, ça vaudra peut-être pas le coup. Voilà. Voilà. Mais la couverture, elle est trop belle. Elle matche bien le premier tome. Donc je devais vous le montrer. Et puis en plus, j'ai Sorcery of Thorns dans ma palle. Voilà. Donc je vais forcément l'avoir à un moment donné, c'est sûr. Cinquième sortie. Je vous ai mis le tome de Immortality Love Story, qui est le tome 2 de Anatomy Love Story de Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. Pour rappel, le tome 1 se passait à Édimbourg en 1817. Je ne l'ai pas lu, mais franchement, j'hésite grandement, vu tous les bons avis que j'ai trouvés dessus. On vous dit, Hazel est une jeune aristocrate à l'avenir tout tracé. Promise à un cousin, son rôle est de se préparer à devenir une épouse dévouée et soumise. Pourtant, Hazel, je ne sais pas, rejette cette fatalité. Passionnée de médecine et aspirante chirurgienne, elle décide de braver les interdits liés à son sexe et à sa classe sociale pour suivre en secret des cours d'anatomie. Et moi, je trouve ça vraiment très très chouette comme sujet de départ. Je vois dans le chat que tout le monde me dit que c'est un coup de cœur. J'ai vraiment très envie de découvrir le tome 1. En plus, le tome 2 va sortir le 7 juin. Pourquoi est-ce que je ne me laisserai pas tenter, en fait, tout simplement. Je pense que c'est un peu bête de rester sur ça. Sur un « oh, il me fait envie, mais bon ». Bon, voilà. On verra bien. On verra bien. Sixième sortie. J'enchaîne un petit peu, mais il y en a pas mal. Je vous l'ai mis quand même. L'Or Olympus. Volume 4. Je trouve la couverture trop belle avec Hadès. Vraiment, Hadès, petit chou. Ah là là. C'est de Rachel Smith aux éditions Hugo. J'aime beaucoup la qualité des livres, mais j'aime beaucoup moins leur prix. Ils sont sortis en poche, je crois, au moins les 2 premiers. Je les ai vus en poche. Donc j'ai le tome 1, je l'ai lu. Je vous avoue que j'ai continué la saga sur Webtoon parce que vraiment, ça coûte cher. Maintenant, est-ce que je ne me les prendrai pas en poche? Il faut que je voie la qualité en librairie, en fait. Il faut que je voie la qualité en librairie, et sinon, j'essaierai de les trouver d'occasion. Voilà. Parce que je les trouve vraiment, vraiment très beaux et j'adore cette histoire. Je me vois bien relire cette histoire découverte sur Webtoon en livre, en fait, quand même. J'avais découvert le tome 1 en bouquin. Bon, voilà, mais malheureusement, ça passe vite, hein, vraiment. Un volume, ça fait très, très peu d'épisodes sur Webtoon, quoi. Donc, bon. À voir. Sortie numéro 7. League of Liars, que j'ai aussi. Je l'ai reçu
hier. Je l'ai ouvert hier, je crois. Donc League of Liars d'Astrid Schult aux éditions Casterman. Je l'ai reçu dans une box qui était trop mignonne. On vous dit, à 17 ans, Kaider n'a qu'un but dans la vie, faire condamner tous les utilisateurs illégaux de la magie extradimensionnelle. Mais à son arrivée à la prison de Vardean, ses certitudes sont ébranlées par 3 détenus un peu particuliers, Eleonora, Jay et Leta, sa propre sœur. D'autant qu'il réalise que les preuves les accusant semblent falsifiées. Et s'ils étaient innocents, à moins que ces 3 magiciens de génie ne le manipulent, Kaider prend alors une folle décision, faire évader Eleonora, Jay et Leta pour découvrir la vérité sur cette magie interdite. Oh oh! Franchement, il est beau. Hein, il est beau. À l'intérieur, c'est assez simple. Je vais pas vous mentir, c'est très simple. Oh! Je suis tombée sur un truc, attendez. J'espère que ça spoil pas. Quand tu fermes un œil, ça spoil plus. Ah, je le retrouve pas. Il y a des images des fois, enfin des images non, genre des échantillons, des... Franchement, il y en a très peu, mais regardez, genre... On va pas lire ça, je pense que ça spoil. Mais regardez. Des petits dessins, quoi. Oui, c'est un tome 1. Je sais pas. Il y a une clé, c'est peut-être tome 1. J'en sais rien, en fait. Je sais pas. Probablement. Salut, Alix! Voilà pour celui-ci. Ensuite, 8e sortie. Le Requiem des limbes de Laura Collins et Adeline Diaz chez Alter Real. Si je l'ai noté, c'est parce que c'est une réécriture globalement de Orphée et Eurydice. On vous dit qu'Homme n'est pas un simple pianiste de renommée mondiale. Non, il est en réalité la réincarnation d'Orphée qui erre depuis des siècles à la recherche d'Eurydice. Lorsque le destin place Élise sur son chemin, il la reconnaît aussitôt. C'est elle, son amour perdu, son Eurydice. Mais comment faire pour la reconquérir alors qu'elle n'a aucun souvenir de ses vies passées? J'ai pas envie d'en lire davantage au niveau du résumé, je pense que ça suffit largement. Si vous aimez, je pense, la mythologie, bah ça passera. Voilà. Moi, je sais pas encore. Franchement, je pense que j'attendrai des premiers avis. Mais je le retiens quand même dans les sorties de juin. Voilà. Je pense qu'il faut voir les premiers avis des partenaires d'Alter Real et puis voir après. Ou des non-partenaires d'ailleurs. Des gens qui qui vont l'acheter dès le début, quoi. Sortie numéro 9. Le tome 2 de De Perles et de Corail. Donc le lien de sang de Mara Rutherford aux éditions La Martinière. Et d'ailleurs, ils ont changé leur logo. Moi, j'ai le tome 1. Donc c'était La fiancée varénienne. Et je me dis qu'il serait peut-être temps que je le lise du coup, vu que je l'ai et que je ne l'ai pas lu et que le tome 2 sort. On vous dit, à chaque génération, le prince héritier du puissant royaume d'Ilara doit épouser la plus belle fille de Varenia, un village sur pilotis livré aux caprices de la mer. Telle est la tradition depuis des siècles. Nor a longtemps rêvé d'être l'heureux élu et de quitter sa vie étriquée, pourtant c'est à sa sœur jumelle Zadie que reviendra cet honneur. Quand Zadie se blesse, cependant, Nor doit prendre sa place et se faire passer pour elle. Mais la vie sur le continent ne ressemble à rien de ce qu'elle avait imaginé. Le prince Seren, je sais pas, son fiancé est aussi froid et lugubre que son château de pierre qui recèle de sombres secrets. Et j'ai envie de m'arrêter là. C'est le jour de ton anniversaire, Mademoiselle Chou, le 9 juin. Donc voilà, je me souviens plus trop des avis que j'avais vus à la sortie du tome 1 en fait. Je suis en train de penser, je me souviens plus trop. De toute façon, je l'ai, donc je le lirai. Et le tome 2 sort. Voilà. T'avais beaucoup aimé toi ce tome 1, Clems? Ok. Ok, mais oui, il y a encore de très belles sorties pour juin. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter de sortir des bouquins. Hein. Juillet, on veut une pause. On veut une pause pour mon presque no-buy. 10e sortie. Un jeudi, saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions Nami, qui font partie du groupe Le Duc avec Charleston. On vous dit, dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la petite rivière du quartier, le café Marble, je sais pas, à Tokyo, ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Ça va encore être contemplatif et poétique. C'est le second roman de Michiko Aoyama qui avait déjà sorti La bibliothèque des rêves secrets. Là, c'est plus français, on comprend mieux maintenant, c'est bien. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, une brillante publicitaire complètement dépassée dans son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail, chacun arrive au café avec son histoire, perdu dans les nœuds de son existence et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. Je pense qu'on est clairement dans un roman japonais avec un côté contemplatif, avec un côté poétique. Voilà, moi j'ai hâte.
Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent. Il sort le 14 juin, je pense qu'il y aura les précommandes et tout. On vous dit été 1954, Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température. Jusqu'à l'éclatement le plus funeste, je veux du sang, je vous le dis tout de suite. À Haute-Rive, la royauté ne porte pas de couronne. Ils ont pas de reine de la triche, du coup. Voilà. L'achat chauviniste. Ouais, mais tu vois, finalement, c'est pas autant mis en avant dans le résumé de base. Ah oui, Valou. Jamais de no-buy. Non, c'est trop frustrant. Ouais, très belle édition, très belle maison d'édition. Le 29 mai, les précommandes, voilà. Bah, c'est dans 2 jours. Préparons-nous. C'est lundi, alors. Bah, c'est bien, je suis de garde, je pourrais. Y a pas de souci. Vu la couverture, il va y avoir du sang, probablement. Vu les ustensiles sur la couverture, probablement. Puis on vous dit quelque chose de funeste. Ça sent le sanguinolent, quand même. Sortie numéro 12. Le livre d'Ève de Meg Cloutier aux éditions Hauteville, qui a l'air d'être très très beau. Il faudra que je le voie en vrai, en librairie. On vous dit, que dois-je faire du livre? Je dois le protéger, je dois le détruire, il est merveilleux, magnifique, il est dangereux, scandaleux. Il est la meilleure chose qui pouvait m'arriver, la pire. Percer ses secrets me vaudra d'être comblée d'honneur, acclamée. Être découverte en sa possession me fera condamner. Au crépuscule du Moyen-Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture de ses manuscrits. Mais sa vie bascule lorsqu'une nuit, 2 femmes, grièvement blessées, se présentent aux grilles du couvent implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice, un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. J'irai pas plus loin, vraiment le résumé fait encore beaucoup de lignes, mais j'ai pas besoin d'en lire plus pour savoir que je veux le lire. Franchement, il a l'air génial. Il a l'air génial. Et je crois qu'il va être en relié, non? Ouais, il y a un petit côté estival en tout cas. Il est pas en relié? Ah, je sais plus. Je vous dis peut-être des bêtises. Mais en tout cas, au niveau de la couverture, il est vraiment beau. Ça change des Hauteville que j'ai en tête, en fait. Cette maison d'édition change aussi. Enfin, cette collection, elle bouge beaucoup. Hein. Ensuite, sortie suivante. Savage Lands de Stacey Marie Brown aux éditions Corrigan. C'est un tome 1. Là aussi, alors j'ai rempli un formulaire, j'ai dit qu'en effet il m'intéressait. Je ne sais pas si je le recevrai, on verra bien. Je pense qu'ils pourront pas en envoyer à tout le monde. Et puis j'en ai encore 2 à lire, donc il n'y a pas de souci. Entraînée aux arts de la guerre à 19 ans, Brexley a un destin tout tracé. Élevée dans le palais du général Marcos qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains, la jeune femme est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde à celui des Fae. Mais une nuit, le destin de Brexley bascule. Elle est capturée par les Fae et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rebuts de la société et où règne une violence extrême. La seule manière pour Brexley de survivre est de nouer des alliances contre nature avec des Fae. À commencer par Warwick Farkas, le plus dangereux, envoûtant et séduisant d'entre tous. Il y a encore un petit bout, mais je le lirai pas. On a compris globalement la trame, c'est encore de la romantasy, avec des Fae. Je pense que la ligne de conduite est assez claire. Il y avait une autre parution chez Corrigan en juin, mais c'est de la dark romance. Non, c'est l'autre qui est de la dark romance. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs parce qu'il m'intéresse pas du tout. C'est de la dark romance, il me semble, dans le milieu mafieux. Sortie suivante. C'est Plaisirs violents de Chloé Gong aux éditions donc Sabran de Saxus, que vous voulez. Moi, je l'ai en anglais. Mais il est moins beau qu'avec le jaspage magnifique qu'ils nous ont montré, donc je suis un peu deg. On vous dit que c'est Roméo et Juliette dans la Chine tourmentée des années 1920. C'est pour ça que je l'avais. Je me demande si je l'ai pas eu dans une box type All Crate ou Fairy Loot. C'est carrément possible. Ouais, moi aussi, j'ai du mal avec le titre en français. Je trouve que These Violent Delights passe beaucoup mieux que Ces plaisirs violents. Franchement, le titre, en français, il passe pas du tout. En anglais, il passe nickel. Et pourtant, c'est vraiment littéral, quoi. On vous dit de retour à Shanghai après des études aux États-Unis, Juliette est l'héritière d'une famille chinoise à la tête d'un clan mafieux. Je viens de vous dire que j'aimais pas les mafieux. Mais là, on vous dit Roméo et Juliette dans la Chine. 1920.
c'est pas pareil. J'aime pas les mafieux actuellement. Roma, quant à lui, est l'héritier de la famille des Montagov, Montagov, d'origine russe, qui dirige le clan rival. Bien que tous les destinent à être ennemis, Roma fut le premier amour de Juliette. Et tout ça. Voilà. La duologie est trop cool, je vous la recommande. Oh. Tu avais pas comme sub-goal de lire de la dark romance? Si, mais j'attends Mira pour les lots du millénaire déjà. Je vais pas m'imposer des romans horribles, alors que j'en ai déjà certains à lire, tu vois. À un moment donné, je peux pas finir traumatisée de la dark romance pour un vlog, tu vois. Ensuite, sortie suivante. L'indifférence de Loki d'or de Valentine Stergan, qui est le prix du livre romantique 2023. Qu'est-ce que ça raconte? On vous dit. Bien plus qu'un beau rapport de voisinage, ce qui lie Faustine, mère célibataire, à Georges, son voisin retraité, est une amitié quasi fusionnelle, unique. Georges lui avait porté secours lorsque Faustine a débarqué enceinte de 8 mois dans cette petite ville normande, et depuis il a toujours été là pour l'aider à élever ce petit bout d'homme, à la conseiller, à l'écouter. Il est rapidement devenu un père pour elle, un grand-père pour Tristan. À son décès, Faustine et Tristan cherchent à connaître le passé de cet homme secret et à lui trouver un héritier digne de ce nom. Que la maison de Georges soit léguée à de vagues cousins qu'il ne connaissait pas est une fin inconcevable. À la faveur d'une photo retrouvée et d'une lettre aux quelques mots énigmatiques, les voilà tous les deux prêts pour une enquête qui les mènera en Angleterre et bouleversera leur vie. Évidemment que je veux le lire. Évidemment. Deuil, voilà, tout à fait. Évidemment que l'indifférence de Loki d'or me fait beaucoup trop envie. En plus, le prix du livre romantique 2023, ça m'attire toujours tous les ans. J'adore lire le prix du livre romantique, donc voilà. On est d'accord, Fine Line Reader. Sortie suivante. Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams, toujours chez Nami, comme le roman, vous savez, Un jeudi saveur chocolat dont je vous ai parlé tout à l'heure. On vous dit... À 17 ans, Aleisha travaille dans la petite bibliothèque de son quartier. Un job d'été tranquille qui lui permet de reprendre son souffle loin de sa mère bipolaire. Elle, qui ne lit que très peu, s'y ennuie terriblement jusqu'au jour où elle découvre une mystérieuse liste de lecture en rangeant un exemplaire de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Intriguée, elle décide de se plonger dans tous les ouvrages de la liste pour pouvoir conseiller les usagers de la bibliothèque, dont un vieil homme isolé à la recherche des livres grâce auxquels il réussira à se rapprocher de sa petite fille. Le début d'une émouvante histoire d'amitié intergénérationnelle, on vous dit, j'adore trop quand il y a un papy comme ça. Franchement, ce roman a l'air beaucoup trop bien. Ce roman a l'air beaucoup trop bien, je trouve. Je vais forcément le lire, je pense. Ou attends les premiers avis. Allez, soyons raisonnables. Maintenant, on n'achète pas tout de suite. Avant-dernière sortie, il en reste plus que 2. Il en reste plus que 2. Avant-dernière sortie. Glim, bah oui, je l'ai noté. Il faut que je lise le tome 2 du coup parce que le tome 3 arrive le 21 juin. Celui-ci, je l'ai lu. J'ai pas détesté, j'ai plutôt bien aimé. Enfin, plutôt bien aimé. Franchement, plus j'y réfléchis, plus j'ai aimé. Plus l'évolution d'Oren m'a plu. Donc, franchement, je suis très curieuse de voir le tome 2 que j'ai et le tome 3 qui sortira le 21 juin. Et dernière sortie que j'ai notée pour ce mois de juin, Emmeline Carlyle, la boussole du Levant d'Eva de Kerlan chez Inceptio. Moi, j'avais lu le tome 1 en fin d'année dernière. J'ai vu l'autrice au Salon du Fantastique. Et j'avais bien aimé, même si, sincèrement, je m'attendais pas à autant de scènes de fesses. Et d'ailleurs, ça m'a fait trop rire, parce que je crois que quand elle me l'a proposé, Ophélie, elle m'a dit « T'inquiète, il y a moins de scènes de fesses. » J'étais en mode « Ils s'en souviennent !» En fait, l'histoire se passe sur une double temporalité, en 1998 avec Emmeline Carlyle qui découvre un vieux pendentif lors d'une fouille archéologique en Russie. Et en gros, elle va faire des recherches et rencontrer Sohan, un jeune et séduisant archéologue russe. Et à côté, on est en 1920 avec Nastia qui, suite à son mariage, quitte sa grande ville natale pour le domaine reculé de son époux, Roman. C'était plutôt pas mal, c'était plutôt bien, ça m'avait appris des choses sur ce qui s'était passé à un moment donné dans certaines contrées de la Russie et tout, enfin franchement pas mal. Maintenant, un peu trop de scènes de fesses, quoi, j'en pouvais plus, c'était pas le sujet du roman, mais en fait je les ai toutes passées, voilà. Et ouais, je m'en fiche, Aurore, je l'ai pas lu. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et finalement, le côté archéologique était vraiment bien, assez bien pour que je le conseille à des personnes qui sont passionnées par l'archéologie. Voilà, donc le tome 2 sort là en juin, le 23 juin, et j'ai bien hâte. Franchement, j'ai hâte de le lire. C'était une bonne histoire, j'avais bien aimé, je continuerai.
Et oui, c'est ça que je voulais dire, Eva de Carlan. Je vous ai parlé des scènes de fesses et tout, de la romance. Enfin, il n'y avait pas... Ouais, romance, voilà. Surtout des scènes de fessasse, tu vois. Et en fait, Eva de Carlan écrit surtout... Enfin, écrivait avant, surtout, des romances, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça, elle a gardé sa façon de faire, évidemment. Donc voilà pour ces sorties littéraires de juin. Franchement, il y a encore du très très beau, du un peu trop beau d'ailleurs, parce que moi je pensais pouvoir réduire mes achats en juin et ça va être difficile. Clairement, juillet, presque no buy. Presque no buy, ça veut dire little buy. Ça veut dire, t'essayes de rien acheter, si t'y arrives pas, c'est pas la fin du monde, mais un ou deux quoi, max. Voilà, il y aura pas de jeudi librairie en juillet. Tristesse, hein. Je vais vous manquer le jeudi. Voilà, il y aura pas de jeudi librairie, sur Twitch en tout cas, en juillet. Donc voilà pour cette vidéo, on va laisser YouTube ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un émoticône, on va mettre quoi, une pile de livres, vu que ça va clairement être les sorties de juin, en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.